Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, nous nous retrouvons pour une lecture commentée de la préface d'Yves Bonnefoy à une édition de Hamlet et du Roi Lear. Yves Bonnefoy est un poète et critique littéraire français, et cette préface est parue dans une édition donc, de ces œuvres-là de Shakespeare qui date de 1978. Donc je vais lire le début de la préface, et puis je ferai, le début ça va être les pages 7 à 16, voilà, quelques pages. Et puis je ferai quelques petites remarques sur le propos de l'auteur et l'analyse qu'il propose de faire de cette œuvre, donc de Hamlet de Shakespeare. Hamlet étant bien évidemment une pièce de théâtre écrite par Shakespeare à l'extrême fin du XVIe siècle, début XVIIe, qui est l'une de ses plus connues, où on trouve notamment la fameuse scène du cimetière dans laquelle Hamlet prononce cette phrase très connue, être ou ne pas être, là est la question. Et pour ceux qui ne connaissent pas la pièce, je résume très grossièrement l'intrigue. En tout cas, ce qu'on apprend dans le premier acte de Hamlet, c'est que Hamlet est confronté à une apparition d'un spectre qui s'avère être le fantôme de son père, le roi précédent qui est mort. Et ce spectre lui apprend qu'en fait, le spectre de son père lui apparaît et lui révèle qu'il n'est pas mort de mort naturelle, mais qu'il a en réalité été assassiné de la manière la plus honteuse par son propre frère, donc Claudius, l'oncle de Hamlet. Claudius a assassiné le roi et il a pris sa place en épousant la mère d'Hamlet. Donc il y a un tyrannicide sur le trône, il a tué le père d'Hamlet et il couche maintenant avec sa mère. Le déshonneur et l'injustice se sont abattus sur le royaume, et donc Hamlet est confronté à cette situation. Il va devoir chercher à se venger. Alors, je lis la préface. The readiness is all. L'essentiel, c'est d'être prêt, conclut Hamlet, quand il vient d'accepter de se battre contre Laërte, mais non sans un mauvais pressentiment qu'il réprime. Et c'est vers la fin du Roi Lear, Readiness is all, l'essentiel c'est notre maturation, assure Edgar, le fils du duc de Gloucester, qui cherche encore à sauver son père de son désir de suicide. De ces deux phrases qui se ressemblent si fort, en deux moments lourds de sens, ne faut-il pas supposer que Shakespeare a voulu l'opposition consciemment, point d'interrogation, et qu'elle dise ainsi une des tensions qui sont au cœur de sa poétique, point d'interrogation. Je vais essayer de comprendre la disponibilité dans Hamlet, le mûrissement dans Le Roi Lear. Toutefois, une remarque d'abord, remarque sans nouveauté, mais qui me semble un préliminaire utile à tout questionnement de Shakespeare. Qu'on remonte dans le passé de la société occidentale, et on rencontrera à un moment ou à un autre, sur tous les plans où elle a pris forme et surtout conscience de soi, une profonde fracture, dont la ligne sépare une époque d'avant, qui a les caractères de l'archaïsme, et ce qu'on peut déjà dire, et ce qu'on peut dire déjà les temps modernes. Avant, c'est quand une pensée du tout, de l'unité, et de celle-ci comme vie, comme présence, réglait tous les rapports qu'on pouvait entretenir avec les réalités particulières. Chacune faisait ainsi partie d'un ordre, précisément défini, qui faisait d'elle à son tour une présence, une sorte d'âme éveillée à soi et au monde, parmi les autres douées de la même vie, et lui assurait un sens, dont il n'y avait pas à douter. La conséquence la plus importante, et heureuse, de ce fait d'un ordre et d'un sens, c'est que la personne humaine, qui se savait un élément de ce monde, et s'en croyait parfois même le centre, n'avait pas à douter non plus de son être propre, de sa qualité d'absolu. Quels que fussent les hauts et les bas de son existence, où intervenait le hasard, elle pouvait et devait en distinguer son essence, qui préservait une étincelle divine. C'est tout l'enseignement du christianisme du Moyen-Âge et de sa théologie du salut. Mais un jour vint où la technique et les sciences
commencèrent à repérer, dans ce qui du coup devint objet, simplement des caractères qui ne s'intégraient pas aux structures de sens traditionnelles. L'ordre se fragmenta, la terre des signes et des promesses se retrouva la nature, la vie matière, le rapport de la personne à soi une énigme, et le destin une solitude. C'est la faille que je disais, dont les tassements ultimes ne se sont pas encore produits. Il me faut remarquer aussi que la première manifestation vraiment sans retour de cette crise dont est née la civilisation, si c'est encore le mot, que nous opposons aujourd'hui au reste du globe, préface de 78, eut lieu, selon les pays, selon aussi les milieux sociaux, en divers moments de la fin du XVIe siècle ou du début du XVIIe, ce qui correspond en Angleterre aux années où Shakespeare écrivit ses pièces. Entre parenthèses, on fait généralement dater le début de la philosophie moderne du XVIIe siècle et de Francis Bacon, qui est un auteur justement du tout début du XVIIe siècle, contemporain de Shakespeare lui aussi. Et en France, c'est l'époque de Descartes, donc la rupture de la philosophie moderne avec la scolastique médiévale. La ligne de fracture qui a rompu l'horizon de l'intemporel et voue l'histoire du monde à son devenir toujours plus incertain et précipité, passe, c'est évidemment une de ses causes, par Hamlet, et je dirais même en plein milieu de cette œuvre. Sans essayer d'analyser celle-ci, car ce n'est pas le lieu dans ces quelques pages, je puis y souligner, par exemple, la valeur centrale de l'opposition de deux êtres, qui signifie clairement la succession des deux âges, un contraste d'autant plus fort qu'il s'agit d'un père et d'un fils, et qui portent le même nom. Sur cette scène peu réaliste, où des aspects du haut Moyen-Âge sont associés hardiment à d'autres qui reflètent la vie du temps de Shakespeare, et même son avant-garde philosophique, ainsi des références à Wittenberg. Wittenberg, c'est les thèses de Luther, le protestantisme. Ainsi le stoïcien Horatio, le vieil Hamlet, le roi, qui d'ailleurs est déjà mort, bien qu'il continue à se faire entendre, représente, c'est évident et c'est même dit explicitement, le mode d'être archaïque. Non seulement il porte le costume et se réclame des mœurs de la société féodale, mais même son besoin de vengeance signifie son appartenance à la tradition qui s'achève, puisque cette exigence si assurée de son droit sacré implique entre autres la certitude que c'est l'État tout entier qui souffre quand est spoilée la dynastie légitime. Outre cela, son statut de combattant et heureux de l'être métaphorise très bien la domination que le chrétien d'avant la nouvelle astronomie croit exercer sur un monde où pourtant le diable rôde aux limites. Donc avant la nouvelle astronomie, avant le XVIIe siècle, avant Galilée, avant Kepler, avant Newton, avant la révolution des sciences physiques et des sciences astronomiques qui intervient au XVIIe siècle et qui a des effets extrêmement profonds sur la mutation de la pensée occidentale et la naissance de la modernité. Et enfin, ce premier Hamlet est père, sans appréhension, avec espérance même, au moins au début de la pièce, ce qui signifie sa confiance dans des valeurs, dans une durée. Claudius, qui met fin au règne, n'a pas d'enfant. Quant à l'autre Hamlet, quant à ce fils, sollicité de rétablir l'ordre, et d'assurer en cela la fonction royale, on voit aisément que s'il est le héros de la tragédie de Shakespeare, c'est parce que les valeurs que lui rappelle le spectre, et qu'il essaie aussitôt d'inscrire dans le livre de sa mémoire, n'ont guère désormais de réalité à ses yeux. Sa bonne volonté est très réelle pourtant. Il brûle de satisfaire son père. Il admire deux autres fils qui n'hésitent pas à prendre leur place dans la société comme il pense qu'elle est encore. Et s'ils sont à un moment au mariage, lui que la nouvelle union de sa mère avait empli du dégoût des choses sexuelles, c'est, à mon sens, pour que l'amour très réel qu'il éprouve pour Ophélie le réconcilie avec la vie comme elle est, et avec l'idée de l'engendrement,
ce qui l'aiderait à vaincre le scepticisme qui sape son énergie et le détourne d'agir. Mais ce désir de bien faire accuse d'autant plus fort l'importance chez lui, la fatalité paralysante, si ce n'est même complètement destructrice, d'un regard sur le monde qui n'en reconnaît plus la belle ordonnance. En fait déjà mis en pièces dans les mœurs de la cour danoise, entre guillemets, par une usure symptomatique. On se souvient de ces paroles si émouvantes sur la terre, ce promontoire stérile, le ciel, ce nid de vapeur pestilentielle. Semblablement, s'il échoue comme il le fait avec Ophélie, sans rien de vraiment fâcheux dans leurs relations personnelles, c'est parce qu'il n'a pas réussi à la préserver de ce regard qui prend toute chose et tout être par le dehors. Comme l'indique son cri de dérision. Words, words, words. Et ne trouve donc en toute attitude ou parole, y compris les façons des jeunes filles, qu'opacité ou mensonge. Même si l'on doit appliquer d'autres clés encore, celles des motivations oedipiennes par exemple, au soupçon dont il persécute Ophélie, il reste que celui-ci trahit, par opposition à la foi simple du père, le fait d'une aliénation, d'un isolement, d'un vertige que la société une d'auparavant n'aurait pas pu voir naître et n'aurait pas toléré. Et c'est d'ailleurs même dans son rapport ambigu avec ce père qui représente, qui est même le monde ancien, qu'apparaissent le mieux les répugnances d'Hamlet. Il ne veut pas douter qu'il l'admire et même qu'il l'aime, mais quand il l'appelle la vieille taupe, ou croit le voir en robe de chambre, la seconde fois qu'il paraît, ou se laisse obséder par l'idée des péchés, dont trop de vin et de viande, qui le retiennent au purgatoire, n'est-ce pas révéler une autre des formes de son inaptitude à comprendre le monde et ses êtres et ses usages, comme le permettait l'antique visée? Point d'interrogation. Cette incapacité à reconnaître pour ce qu'il est un homme dont il proclame pourtant en toute occasion la valeur, c'est certainement un des secrets les plus douloureux d'Hamlet, une des évidences inavouées dont il nourrit ce qu'on sent bien son remords, et elle explique nombre d'aspects parmi les plus obscurs de la pièce, à commencer par l'autre grande obsession qui la structure. Il y a certes plusieurs motifs aux colères d'Hamlet contre Gertrude, et encore une fois je ne tente pas aujourd'hui d'analyse systématique, mais il me paraît évident que si le fils reproche si violemment à sa mère sa trahison, c'est qu'il a trahi lui-même, bien que sans pouvoir s'en rendre compte, celui-même qu'elle aurait dû, selon lui, garder sans concurrent dans son cœur. Il souligne toujours que c'est la majesté du vieil Hamlet, sa grandeur double d'homme et de prince, qui ont été insultés par le remariage. Il dénonce avec véhémence les vices de Claudius, et pour autant surtout qu'il le révèle indigne de la fonction qu'il usurpe. Mais toute la scène des deux portraits, où il veut prouver à Gertrude la qualité de l'un des hommes et l'ignominie et même le ridicule de l'autre, est là pour démontrer que la rhétorique joue un grand rôle dans l'émotion qu'il éprouve. Une fois de plus, dans cette œuvre, nous sommes au théâtre, et peut-être bien plus en ces minutes d'accusation et d'introspection que quand un acteur avait déclamé des vers plutôt empoulés, mais émus, sur la mort de la reine Hécube. Hamlet essaie de vivre selon les valeurs qu'il a reçues du passé, mais il ne le peut qu'au niveau des mots. Des mots, des mots, dont on comprend mieux maintenant pourquoi le vide l'obsède. Lui qui, pour perpétrer sa vengeance, pour restaurer l'ordre mis en péril, pour proclamer en somme le sens, croit nécessaire de dissimuler, tout un moment qui d'ailleurs n'en finit pas, le voici un simulateur, de cette façon encore, si bien que son proche dans l'œuvre, hélas, ce n'est ni Laërte, ni Fortinbras, ni même Gertrude, qui n'a été que faiblesse, et il le sait, comme le sait l'autre Hamlet, qui le lui rappelle avec insistance. Mais celui qui dit une chose et en pense une autre, et feint de respecter, de célébrer des valeurs auxquelles il ne doit pas beaucoup croire. Claudius, le destructeur, l'ennemi.
Là est le fond d'Hamlet autant que la conséquence obligée de la crise de société dont le meurtre du roi n'est que le symbole. Plus réel désormais, plus riche de l'épaisseur de la vie que ne le sont d'autres êtres dont l'obéissance aux catégories d'autrefois ne fait que des attardés, apparaissent ceux dont on voit qu'ils existent au-delà déjà de l'ordre brisé, et ne serait-ce dans la confusion et l'angoisse. Et serait-ce dans la confusion et l'angoisse, pardon, serait-ce avec des réactions de survie cyniques, ignominieuses, comme c'est certes le cas de cet être opaque, Claudius, ombre longtemps de son frère, un avide, c'est vrai, comme il y en a toujours eu, mais qui a transgressé consciemment les codes les plus sévères. Il y a tout au long d'Hamlet 1000 signes de l'intérêt fasciné, par moments presque équivoques, tant il paraît affectueux, que le neveu voue à l'oncle. On sent que quelque chose l'attire dans celui qu'il croit détester, et sans pourtant qu'il faille inférer de cette hantise bizarre, au moins comme raison essentielle, quelques ambiguïtés pour psychanalystes dans l'exalgèbre complexe des relations oedipiennes. Oedipe, dirais-je, aime moins Claudius en ce qu'il est, qu'il ne le comprend. Simplement qu'il ne le comprend plus intimement qu'il ne le peut faire des autres, et parce que c'est son contemporain qu'il rencontre là, et le seul, dans ce passage du temps devenu soudain un orage qui tonne, un vaisseau qui sombre. Il éprouve pour lui, son adversaire, pourtant selon la logique d'hier, et certes son ennemi, selon des valeurs éternelles, le sentiment de solidarité instinctive qui lie pendant les naufrages. En bref, Hamlet est bien, profondément, spécifiquement, la problématique d'une conscience qui s'éveille à cette condition la veille encore inconnue et imprévisible, un monde déstructuré, des vérités désormais partielles, concurrentes, contradictoires, de la signification tant qu'on veut, et vite bien trop. Cette perspective que nous avons à interroger l'idée de la readiness, comme la Hamlet l'avance, à un moment qui est... Ah pardon, j'ai sauté un passage. Alors je reprends. De la signification tant qu'on veut, et vite bien trop, mais rien qui ressemblera à un sacré, à du sens. Et c'est dans cette perspective que nous avons à interroger l'idée de la readiness, comme Hamlet l'avance, à un moment qui est, notons-le, tardif, au 5e acte, quand il a pu mesurer toute l'étendue d'un désastre, qu'il éprouve d'abord comme un nœud sans fin, de contradictions insolubles. Claudius, point d'interrogation, il voulait si passionnément le tuer, et voici qu'il en est encore, donc à l'acte 5, à hésiter à le faire, apparemment résolu, toujours aussi résolu, mais distrait en chaque occasion par une pensée nouvelle, par exemple aujourd'hui son intérêt pour Laërte. Ophélie, point d'interrogation, c'est sûr maintenant, il l'aimait. La nouvelle de son suicide lui en a apporté la preuve. Il l'aimait, a-t-il dit alors, plus que 40 000 frères, plus en tout cas que Laërte, dont la grandiloquence prête à critique, c'est vrai. Et pourtant son étrange amour, empoisonné par le soupçon, masqué par l'injure, n'a su que la précipiter dans le désespoir et la mort. Il est bien clair à présent qu'il souffre du mal, sans rien savoir du remède. Le personnage romantique par excellence, Hamlet, évidemment. C'est pas pour rien que Victor Hugo a fait un essai sur Hamlet. Enfin, sur Shakespeare plutôt. Et qu'à la ruine du sens, il ne veut plus espérer qu'il va mettre fin. C'est très conscient de son impuissance qu'Hamlet médite, ce dernier jour, en compagnie d'Horatio, qui est toujours pour lui une incitation à la réflexion et à l'exigence. Donc c'est son ami, Horatio. Que dit Hamlet à Horatio dans cette scène qui a précédé, ne l'oublions pas non plus, leur longue méditation du cimetière auprès du crâne d'Ioric, le bouffon, celui qui savait mieux que personne le mensonge des apparences. Eh bien, que même la chute d'un moineau est réglée par la providence. Que si ce doit être pour maintenant, il n'y aura plus à attendre. Que si ce n'est plus à venir, c'est pour maintenant. Que si ce n'est pas pour maintenant, n'en doutons pas, cela viendra bien quand même. Et comme de ce moment nous ne savons rien, donc de la mort, et comme de ce moment nous ne savons rien, ni ne pouvons rien savoir, ce qui importe, c'est d'être prêt.
C'est de la mort, peut-on penser qu'il s'agit là, et d'une façon qui ne semble pas contredire aux enseignements traditionnels, puisque la pensée médiévale aimait rappeler que lorsque l'homme entreprend, c'est Dieu, en dernier ressort, qui décide. Faut-il en conclure qu'Hamlet, qui a beaucoup réfléchi, on le comprend bien, pendant son voyage vers l'Angleterre, et depuis, est en train de redécouvrir la vérité des anciens préceptes et fait référence, en tout cas, à l'économie de l'être dont ils étaient l'expression? Point d'interrogation. Mais le christianisme confiait à la providence le résultat de l'acte et non sa préparation, qu'il demandait au contraire que l'on soumette à la réflexion et que l'on raccorde aux valeurs. Tandis qu'Hamlet profite de ce que la vieille parole a d'apparemment fataliste pour se dispenser de s'interroger sur ce qu'en cette occurrence, qui pourrait bien être décisive, on l'a pressé d'accepter. Ce combat à l'épée avec un grand duelliste, une rencontre qui est pourtant aussi facilement refusable qu'a priori soupçonnable de recouvrir quelques pièges. Pourquoi consent-il à risquer sa vie avant d'avoir mené à bien son grand projet de justice? Point d'interrogation. Ce n'est pas l'éthique du Moyen Âge, ni même sa religion qui eussent accepté ce comportement, qui donne à penser qu'un prince est indifférent à sa cause, un fils au jeu de son père. En dépit donc de quelques apparences, Hamlet n'a pas repris à son compte un adage qui, dans sa signification véritable, aide-toi, le ciel t'aidera, articulait si bien, en fait, le vieil univers à ses pôles antagonistes du hasard et de la transcendance. S'il a recours à une formule traditionnelle, c'est pour la détourner, à des fins dont la nature est tout autre, et cette fois authentiquement, totalement fataliste. La readiness qu'il propose, ce n'est pas de s'en remettre à la volonté divine, comme garante de notre effort, gardienne de notre sens, c'est de cesser au contraire ce que le Dieu de naguère attendait de nous. L'exercice hardi et soutenu de notre jugement dans le monde qu'il a créé, l'appréciation du bien et du mal. À la réflexion qui prévoit et qui organise, et qui peut parce qu'elle sait les valeurs, et qu'il le peut car elle sait les valeurs, il substitue l'accueil des choses comme elles viennent, aussi désordonnées et contradictoires soient-elles, l'acceptation du hasard. C'est quasiment du Nietzsche en fait. Nos actes apparaissant, dans cette philosophie pessimiste, comme aussi vides de raison, d'être, que la nécessité qui s'y joue. Notre condition, c'est le non-sens. C'est quasiment du Nietzsche, voire quasiment du Camus. Mais bon, c'est l'influence de Nietzsche sur Camus. Notre condition, c'est le non-sens, le néant. Et autant le savoir au moment qu'il semble d'action, donc par exemple un duel à l'épée, et où d'ordinaire la naïveté se mobilise. En bref, un seul acte a quelque logique encore, et mérite d'être accompli, c'est de s'appliquer avec conséquence à se détacher de toute illusion et à être prêt à tout accepter. Tout, et d'abord et surtout la mort, essence de toute vie, avec ironie et indifférence. Donc une attitude qui n'est pas du tout chrétienne, parce que c'est une mort qui n'a pas de sens métaphysique en fait. Il reste que le Hamlet qui suggère cet abandon est aussi, comme toute la scène le montre, un être bien plus alerte qu'aux autres moments de l'œuvre, bien plus ouvert qu'autrefois, fût-ce pour les railler à l'examen des façons des autres, par exemple, et on le voit même entraîner, ce que son passé ne nous disait pas, à un sport qui suppose la vivacité du regard, la promptitude du geste, et la rencontre d'autrui dans cette intimité véritable et non sans sympathie qu'est la joute. Ces aspects plutôt imprévus, chez celui qui couvrait naguère le manteau d'encre, sont utiles, certes, pour préparer au dénouement qui doit passer par le combat de deux fils, dont l'un, note Hamlet lui-même, est une image de l'autre. Mais ils jouent un rôle quand même, si frappants et présents sont-ils, dans la caractérisation implicite de l'éthique qui se formule, et ce serait donc une erreur de penser que la readiness, qui est un renoncement, le sera de façon passive, découragée. Sans doute parce que la conclusion qu'Hamlet a rejointe le délivre de ses spéculations d'hier.
de ses récriminations, de ses rêveries sans fin. Son mode d'être nouveau est aussi un corps, une capacité de jeu, un intérêt, serait-il cruel, pour les choses du monde qu'il avait fui. C'est une conscience totalisante, une immédiateté dans l'accueil qui est déjà réponse, relance. Et cette disponibilité, en vérité si active, on y sent si fort le besoin de tout rassembler dans l'expérience du vide, qu'on est tenté de la comparer à des entreprises qui, pour être elles aussi pessimistes, n'en sont pas moins de nature spirituelle, et une forme encore de l'absolu. La disponibilité d'Hamlet est-elle un équivalent élisabétain de la discipline bouddhiste, de la préparation du samouraï par exemple, cet autre porteur d'épée au terme d'un autre Moyen Âge, à accepter la mort dans l'instant, sans ombre de résistance, point d'interrogation, une façon de retrouver une positivité, une plénitude au sein même d'un monde vide, point d'interrogation. Mais chez le japonais, combattant ou moine, la critique des apparences, des manifestations illusoires, porte aussi et même d'emblée sur le moi, qui lui est apparu l'illusion suprême, non sans logique à cela. Tandis que la lucidité d'Hamlet, si radicale se veuille-t-elle, c'est le fait d'un être qui s'est cru dépositaire de l'absolu, qui ne s'est pas résigné encore à la dislocation de cet héritage qui reste centré sur soi. Et de cette personne obstinée, je vois plutôt l'acte ultime, une méditation douloureuse, mais pas tout à fait sans espoir, sur le néant de ses propres preuves. La readiness n'est pas ce dépassement de l'idée même de sens qui ouvre à la plénitude de l'immédiat en Orient, celle où celui qui sait qu'il n'est rien de plus que la fleur rapide du cerisier. Non, c'est plutôt le degré zéro d'un sens dont le souvenir reste vif, dont les structures perdues sont toujours jugées désirables, dont le besoin est même encore presque avoué par cette agilité de conscience où demeure en réserve, pour quel avenir de miracle, point d'interrogation, tout ce langage qui n'existait que pour espérer et organiser. Le nouveau rapport à soi du souverain sans royaume n'est pas une paix, un grand rire clair déchirant l'antique souci. Il faut y reconnaître au contraire un affinement de la souffrance invaincue, sa réduction à une note suraiguë, presque inaudible, et pourtant omniprésente, l'ironie, presque celle dont parlera Kierkegaard, qui n'est l'entrain ou le rire que pour les glacés de sa nostalgie. Non pas la libération, mais le célibat. Non pas la libération, mais le célibat de l'âme, assumé comme un dernier signe de défi désirant qu'on fait à ce Dieu qui s'est retiré de son verbe, c'est-à-dire de la création. Un appel, une pensée d'autrui en ce sens, le mensonge à soi-même d'un prétendu ami de la solitude où déjà s'annonce, et en sera preuve la grande vogue d'Hamlet à travers tout le XIXe siècle, le dandysme de Delacroix et de Baudelaire. Effectivement, il y a quelque chose de très dandy dans cette attitude désespérée et nihiliste où la seule chose qui compte, c'est d'être élégant jusqu'à la fin. Et on se coiffe devant son miroir en étant prêt à une journée pour laquelle la mort peut arriver à tout instant, sans signification ni salut. J'entends donc la readiness qui apparaît chez Hamlet comme simplement, négativement, une technique de survie de l'âme, utile pour tout le temps où l'humanité se souvient de son espérance. Et je crois bien entendu nécessaire d'essayer de comprendre si cette attitude d'esprit vaut seulement pour le prince de Danemark et quelques proches, dans l'œuvre foisonnante et polyphonique de Shakespeare, ou si l'on doit l'inscrire d'une façon ou d'une autre au compte de ce dernier, et de fait la considérer comme une des solutions, entre guillemets, que la poésie proposa, à l'époque élisabéthaine, pour cette grande crise des fondements qu'elle commençait à analyser. On pourrait aisément imaginer qu'il en est ainsi. Hamlet est une œuvre si évidemment personnelle, on y sent si intensément un poète se substituer, phrase après phrase de son héros, aux conventions d'une rhétorique. Mais prenons garde déjà que rien n'est vraiment joué, dans la pièce même, quand Hamlet affirme et assume, pourtant presque au dernier moment, sa nouvelle philosophie. Qu'il la prenne au sérieux, qu'il veuille vraiment la vivre, qu'il ne s'agit pas d'en douter puisque c'est à Horatio, méditativement, qu'il s'en ouvre, Horatio auquel il ne ment jamais. Mais blessé à mort 1 heure plus tard, c'est à Fortinbras qu'il donne sa voix mourante,
et à travers celui-ci aux valeurs traditionnelles, ou en tout cas à l'attitude volontariste qui en maintient la fiction. On est donc en droit de se demander si la readiness n'est pas simplement, pour Shakespeare, un moment de l'étude psychologique, et chez Hamlet, la vérité qui dissimule à ses propres yeux la raison encore plus désastreuse, qui le conduit à accepter si légèrement l'étrange défi de Laërte et l'éventualité de mourir. Donc ce qui est très intéressant dans l'analyse de cette préface, et c'est pour ça que je soulignais ça dans le titre que j'ai proposé de cette intitulé Hamlet, point d'interrogation, une crise des valeurs féodales, c'est vraiment ce qu'il nous dit dans la page, semble-t-il, 8, hein, c'est-à-dire Hamlet, ce serait cette première manifestation vraiment sans retour de la crise dont est née notre civilisation, en ces divers moments de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en Angleterre? Mais c'est tout simplement le développement de la monarchie absolue qui met fin à l'ordre féodal, et dans l'ordre économique, le développement de l'économie de marché et du capitalisme qui va renverser les rapports sociaux d'Ancien Régime. Donc les valeurs de cette époque elles commencent à rentrer en crise, et elles commencent à rentrer en crise dans le pays le plus développé de l'Occident, ou en tout cas celui qui va le plus se jeter dans justement ce nouveau mode de production capitaliste, c'est l'Angleterre. Et ce qui montre cette avance dans le fonctionnement de la société, mais aussi du point de vue idéologique, dans ses représentations mentales, c'est le décalage tout à fait étonnant qu'on peut voir entre la structure d'une pièce comme Hamlet et la structure de pièces de tragédie en France à la même époque. Parce que l'histoire d'Hamlet, l'histoire de ce personnage romantique, individualiste, qui n'est pas en phase avec les valeurs du passé, qui hésite à assumer les valeurs féodales de la vengeance et de l'honneur, mais c'est pas du tout ce que nous raconte la poésie française de la même époque. Regardez donc l'histoire que nous raconte Corneille dans le Cid. Dans le Cid de Corneille, on a une histoire qui a des traits relativement similaires en termes de structure. C'est-à-dire qu'on a Rodrigue, un noble comme Hamlet, un personnage qui doit venger l'honneur de son père comme Hamlet, puisque Rodrigue doit défendre l'honneur de son père, qui a été bafoué par un autre aristocrate, sauf que cet autre aristocrate, manque de bol, c'est le père de son amoureuse Chimène. Donc le personnage du Cid dans Corneille, Rodrigue, il est confronté à un dilemme moral bien connu, qui est le dilemme du devoir et de l'amour. Soit il respecte comment dirais-je, soit il fait passer la vie du père de son amoureuse avant l'honneur de sa famille, et dans ce cas, sa famille est déshonorée. Soit il défend l'honneur de sa famille en défend en duel à mort le père de son amour, de Chimène, donc de son amoureuse, qui a bafoué l'honneur de son propre père, mais auquel cas il tue le père de Chimène et il perd à jamais son amour. Donc ça, c'est le dilemme de Rodrigue. Et Rodrigue, personnage d'une pièce de Corneille, donc poète français de la même époque, et même un peu plus tardif, puisque Corneille va aller il va vivre jusque dans les années 1600, 1660, sauf erreur de ma part. Donc, à la même époque, Corneille, l'éthique de Corneille, l'éthique du héros chez Corneille, c'est pas du tout une éthique qui doute des valeurs féodales. Pas du tout. Elle accomplit ces valeurs féodales. Et donc, dans la pièce de Le Cid, Rodrigue, il va vraiment aller tuer le père de Chimène qui a offensé son propre père. Donc, il choisit vraiment le devoir, l'honneur familial, et l'individu se sacrifie à l'intérêt de la famille, dans une logique totalement féodale et aristocratique. À la même époque, Shakespeare, il nous présente une situation de dilemme relativement similaire, encore que là, il y a moins de dilemme parce que, comment dirais-je, ça n'engage pas la perte de l'amour de qui que ce soit pour lui d'aller tuer son oncle qui est un tyrannicide et qui a tué son propre père. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le personnage d'Hamlet, qui est lui aussi un prince, donc un milieu aristocratique, qui est élevé dans les mêmes valeurs normalement, il devrait se comporter comme Rodrigue. Et pas du tout. Pas du tout. Il n'y croit pas. Il hésite tout au long de la pièce. Il joue la folie, on se demande si lui-même est fou. Enfin, il est mal à l'aise vis-à-vis de ça. Il hésite tout le temps. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Et il ne croit pas, visiblement, ou pas beaucoup, aux valeurs morales et religieuses traditionnelles. Il est dans une vision du monde fataliste qui consiste à accepter les choses telles qu'elles viennent parce qu'elles n'ont pas vraiment de sens. Et donc il n'est pas du tout dans une vision du monde traditionnelle, aristocratique et religieuse. Donc ça exprime, si vous voulez, cette pièce de Hamlet, de manière très saisissante, la rupture idéologique, mentale, civilisationnelle qui est en train de se produire en Europe à cette époque, au début du XVIIe siècle, au début des temps modernes, où on commence à ne plus vraiment considérer comme pertinentes les valeurs traditionnelles.
Et le Shakespeare d'Hamlet en est une expression particulièrement saisissante si on veut l'analyser sous cet angle historique précisément.